Les chats, c'est vraiment des branleurs. C'était un communiqué du CCC, le comité contre les chats. Jeu, 7 et match. Tape, 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 tape la balle. Papouille à tout le monde, mes papillons majestueux. Ray David Ball, votre papounet qui papote et radote sans pipoter, prend la défense d'un vieil animé dont tout le monde se fout, mais qui mérite néanmoins d'être ramené sous le tapis. Comme à peu près tout le monde dans le pays, je suis abonné à la très populaire chaîne de Joueurs du Grenier, et ce depuis belle lurette. Sachez que j'apprécie ce qu'il fait, que je ne rate pas une seule de ses vidéos, et que ce n'est pas la qualité de son travail ou ses propos de boomer sur Twitter que je vais remettre en question aujourd'hui. Je vais plutôt rétorquer et mettre en lumière un honteux mensonge, une incompréhension, voire un choix volontaire d'ignorance d'une vidéo faite il y a 7 ans, qui avait plus pour but de faire marrer que d'être réellement informative. Donc, Je 7 et match, c'est une série avec un peu de tennis, beaucoup d'histoires d'amour que je n'ai absolument pas regardé. Mes amis, j'espère que vous aimez les raquettes et visez les sommets. Bienvenue à Roland Galoche, car on va causer Jeux 7 et match, plus connu ailleurs sous un autre titre, S.O. Nerae. S.O. Nerae est un manga de sport du début des 70s qui a eu droit à de multiples adaptations animées. On raconte l'histoire d'Oka Hiromi qui rejoint le club de tennis de son lycée, par admiration pour la senpai riche qui est trop forte, trop belle, bigoudi paillette, trop parfaite, qui ne perd jamais au grand jamais, Reika Ryuzaki, aussi surnommée Miss Papillon. Ya, voilà. Je suis enfin devenu une magnifique papillon. Elle sera mise à l'épreuve lorsque le nouveau coach de l'équipe, Jin Munakata, la sélectionnera comme titulaire pour le prochain tournoi de tennis. Et ce, même si Oka, c'est une débutante trop nulle qui ne sait rien faire d'autre que manger des burgers et maltraiter son chat. Avec ce favoritisme farouche du coach, c'est alors la porte ouverte au drama. Kuba, rumeurs, affrontements shonen dans du shoujo et entraînement de l'enfer avec une bonne dose de violence à la nippone. Hiromi devra passer de gros nazes incapables de toucher une balle à fucking athlète alpha que rien n'arrête, que ce soit ses rivales insurmontables ou même les tentatives de suicide. Je vous promets, on y revient. S.O. Nerae était une série très populaire, devenue culte au Japon, comptant 4 séries, un film et des dramas. Une première série en 73 qui raconte la rivalité entre Reika et Hiromi jusqu'à l'avènement de cette dernière comme joueuse affirmée. Une série reboot en 78 qui a jamais été traduite, on s'en fout, ça raconte la même histoire sous un autre style si j'ai bien compris. Un film récap et remake de 79 et enfin une saison 2 divisée en 2 séries d'OVA sorties à la fin des années 80. Et par souci de format, je vais vite fait passer en revue toutes les entrées que je pouvais regarder. Alors commençons au commencement. C'était bien cette série de 26 épisodes qui était mentionnée par JDG, mais aussi la plus emblématique qui a le plus marqué les esprits. Contrairement à ce que laissait penser notre ami Frédéric, la série coche plus les cases du bon vieux shonen de sport bien déter, à coups de rivaux, de tournois, d'attaques spéciales, de Tatsumaki-san et d'apprendre à faire confiance à son partenaire, l'amitié, le tryhard, la sueur, les belles valeurs et les petits sauts de lapin que quand t'essayes de les faire dans la vraie vie, c'est vachement pas simple. Bon, de la romance, y en a. Et au-delà de ça et de ces archétypes, ce qui surprend le plus, c'est le traitement psychologique d'Oka. Il s'agit d'un des exemples précurseurs de ces personnages principaux perdus, forcés à une situation qui les dépasse, et qui en deviennent de plus en plus affectés et investis au fil de l'histoire. Oka passe par beaucoup de phases en rapport à la pratique du sport, avec les enjeux qui pèsent sur ses épaules et la pression de ses camarades qui ne la respectent pas. C'est un personnage qui peut se montrer défaitiste et qui tente même d'abandonner le tennis à plusieurs reprises. S.O. Nerae est l'histoire de son adolescence, où elle se dirige avec les meilleures intentions du monde là où elle ne pensait pas aller. Elle subit la cruauté des meufs typiques de shoujo, se relève et trouve de nouveaux sens à sa vie. C'est un personnage auquel on s'attache, et quand vient les matchs, on a vraiment envie de la voir réussir à peu cher. Ça va en surprendre plus d'un, mais Hiromi Oka a sans doute été une des principales inspirations pour Shinji Ikari dans Evangelion. Hideaki Anno, le créateur d'Evangelion, a même dédié une série entière à parodier S.O. Nerae, avec Topo Nerae Gunbuster. C'est dans le titre. Et je vous rappelle, S.O. Nerae c'est 1973, c'est-à-dire avant Gundam. Bref, ça date pas d'hier, et pourtant la série s'est brillée assez littéralement par sa DA toute particulière. C'est à base d'aquarelles, de couleurs vives, de contrastes psychédéliques qui donnent une ambiance absolument unique à la série. Et les fameux fantômes dont se plaignait JDG est une manière de jouer avec les courbes et les formes, en adaptant l'esprit des compositions distinctes du manga. Bon, il y a 15 000 reuse, des petites erreurs ici et là, les personnages sont pas toujours dans leur modèle et il y a des têtes un peu rigolotes. Mais c'est nettement au-dessus de la moyenne de ce qui se faisait à l'époque. Puis comment on peut critiquer la DA quand les rivales c'est des purs fashion killers? Regardez-moi ça! C'est quand même fou que JDG ait plombé S.O. Nerae non pas sur les limitations techniques, mais sur des partis pris artistiques, même si elles étaient des cache-misères, remplies merveilleusement bien leur rôle.
sans blague, c'est pour moi la plus grosse qualité de cette première saison. Esonerai de 73 a une identité qui lui est propre et le démarque de tout autre animé de sa décennie. Et même encore jusqu'à aujourd'hui, j'ai du mal à penser à un autre animé qui utilise les techniques de couleur telles qu'elles le sont dans Je sais tes matchs. Cette touche visuelle n'est pas étonnante lorsqu'on est familier au réalisateur de toutes les adaptations d'Esonerai, qui est sans doute le nom le plus influent et important de la télévision japonaise, Osamu Dezaki, qui forme pour la seconde fois ici son duo avec Akio Sugino qui prend peu à peu forme et ne cessera de faire leurs preuves par la suite. Cobra, Lady Oscar, Rémi sans famille, Ashita no Jeu 2, L'île au trésor, et j'en passe. L'ADN d'Ezaki est immédiatement reconnaissable avec ses effets dramatiques, ses répétitions à 3 coups, le traitement des couleurs pour transmettre certaines ambiances, et surtout les arrêts sur image communément appelés harmonicelles qui capturent les points culminants des émotions des personnages. Cette technique sera utilisée dans absolument tous les autres animés de Dezaki et sera sublimée par l'implication de Shishiro Kobayashi pour en faire une véritable marque de fabrique. D'ailleurs, bam, autre anecdote au revers, Esonerai est le tout premier animé du studio Madhouse. Donc sans Esonerai et son succès, pas de Death Note, pas de One Punch Man et pas de Hunter x Hunter 2011. Cette série est plutôt chill et raconte une histoire qui se suffit à elle-même, complétant le premier arc narratif d'Hiromi et Reika. La série reste très codée sportif et dépassement de soi, mais je vais pas vous dire qu'il n'y a pas de romance non plus. La romance dans la première série a sa place, mais uniquement dans les 4 derniers épisodes, où Oka doit choisir entre l'amour ou le tennis. L'heure est de choisir le tennis, mon gars! Et ouais, les vieux shoujo ça faisait Whiplash avant Whiplash, ma gueule. Et les personnages ont assez de dimensions pour planter les graines de toute une rocambolade de cercles amoureux qu'on réserve pour les suites. Enfin voilà, la première série Esonerai c'est très bien, mais c'est bien celle-ci qui est le plus référencée encore à ce jour. Que ce soit Mako dans Kill la Kill qui a exactement le même rôle, la même attitude et la même coupe de cheveux que Maki, la meilleure amie d'Hiromi, ou des refs moins subtils dans Food Wars et Pokémon. J'essaie pas de vous dire qu'Esonerai est parfait, ou que ça a tout inventé. Il y a même une sous-intrigue d'une jalouse complètement pompée à Attack No. 1, un autre shoujo sportif que je regarde en ce moment et qui est grave plus extrême. Esonerai n'est pas juste Lady Oscar qui fait du tennis avec un effet kaléidoscope hippie, non pas que ce serait un problème, mais une œuvre séminale qui aura marqué et influencé tout un genre. En 1979, sort au cinéma un récap remake de la première série sous un tout nouveau style artistique, plus proche de Rémi sans famille et Ashita no Jeu 2. Cette fois, les personnages ont des traits et musculature beaucoup plus réalistes, c'est beau sa mère, ça n'a pas vieilli d'un chouïa, et Shishiro Kobayashi a rejoint la partie. Le film raconte de manière compacte et expéditive l'essentiel d'Esonerai. Si vraiment le style de la première série ne vous convient pas, vous pouvez toujours regarder cette version qui reste une très bonne porte d'entrée. Il y a pas mal de scènes uniques au film, et perso je le trouve encore meilleur en tant que complément de la première série. J'avais découvert Esonerai avec cette itération et ça ne m'a absolument pas dérangé. S'il faut voir ce remake, c'est pour son final grandiose, où le match Hiromi-Ryuzaki est particulièrement intense. Mais la scène de fin absente de la première série est la plus iconique d'Esonerai, et sans vouloir trop en dire, c'est ce moment qui propulse Esonerai comme une œuvre culte et chamboule tout ce qui va suivre, c'est-à-dire ce que JDG n'a pas regardé. Il aura fallu ces bonnes vieilles années 80 pour avoir la suite d'Esonerai, et autant vous dire que ça prend une tournure vachement plus sombre. La saison 2 d'Esonerai, c'est un peu de tennis, beaucoup de dépression, que vous allez peut-être absolument pas regarder parce que ça enfonce H24 le couteau dans la plaie, et qu'il y a des bails de romance un peu freudiens chelous dans le mixage. Zaki n'est plus réel mais supervise en poursuivant la démarche réaliste du film. La série a ses fulgurances de réalisation, des animations de décors qui jouent avec la caméra, l'impact et les traits donnent plus de poids au sport et aux moments dramatiques. Vraiment quand elle tape dans les balles, tu sens la force et leur sentiment intérieur. La DA, tout comme le ton, les thèmes et l'histoire, avance vers la maturité. La série commence par un timeskip et réadapte la fin du film, donc vous pouvez même pick up après avoir fini la première série si ça vous chante. Suite à un événement tragique, les personnages sont mis à l'épreuve par leurs émotions et ne savent plus réagir face au vide qui les ronge. C'est un arc assez répandu dans les mangas de cette époque. Le point culminant d'Ashita no Jeu faisait à peu près la même chose. Mais poilala, Esonerai c'est difficile à voir. Il y a des scènes absolument déchirantes et c'est pour moi un gage de qualité, même si parfois ça peut en faire trop. L'ambiance est tellement dark que Hiromi tente de se suicider. Les personnages ont su tisser des liens forts, font preuve d'une légèreté et d'une telle bonté d'âme dans la première saison que les voir blessés et incapables de s'aider mutuellement fend le cœur. Les relations et sentiments des personnages sont tous remis en perspective, tout en gardant des touches d'ambiguïté. Je vous cache pas qu'il y a des révélations où je ne savais pas trop quoi penser. Bref, être une fille dans un shoujo c'est avoir un mauvais karma et c'est pour ça qu'on kiffe. J'aimerais vous en dire plus, mais difficile de trouver un juste milieu pour vous laisser la surprise. Et j'ai passé outre la seconde série d'OVA, The Final Stage, ultime saison de la série qui n'a toujours pas été entièrement traduite à ce jour.
Alors on va en venir au vif du sujet. Pourquoi ai-je un problème à ce que Joueur du Grenier se moque d'Es Onerae, alors que ça ne dure qu'une minute de vidéo qui parlait de plein d'autres trucs pour amuser la galerie? Bien d'abord, pour y répondre, il y a une autre question que vous vous posez peut-être maintenant. Comment faire pour voir et me mettre à Es Onerae? Nous en France, nous n'avons eu que la première série de doublés, ou comme on aimait faire à l'époque, dialogue modifié, censure à tout va, et nom francisé du terroir. Je m'appelle Elena Orval. Avec des yeux bridés et ta face de citron. On a eu aussi les DVD de la saison 2, la première partie, des sous-titres et pas plus. Notez qu'à aucun moment je n'ai pu vous parler plus en détail du manga ou de Shin Es Onerae, car il est absolument impossible de trouver quoi que ce soit. Le manga et l'anime n'ont jamais été traduits en français ou en anglais, que ce soit par des moyens légaux ou non. Et encore en 2020, ce manga qui a pourtant son importance reste inaccessible à cause de sa relative obscurité. C'est bête, surtout quand le matériel de base semble encore plus intéressant que ses nombreuses adaptations. Et Es Onerae n'est pas seul concerné. Beaucoup de mangas shoujo rétro restent inatteignables pour les occidentaux, ce qui est d'autant plus choquant qu'Es Onerae est un fer de lance du genre. Alors c'est même pas la peine pour les titres qui sont encore moins connus. Et je trouvais ça dommage, mais dommage, que ce qui a fait peut-être découvrir Es Onerae à un plus grand public en France, surtout auprès d'une audience jeune, était une moquerie qui a plus poussé à dissuader de découvrir quelque chose qui en fait déchirait et était giga super influent sans le savoir. Peut-être c'est les préconceptions sur les shoujo qui font que, peut-être que 1973 c'est trop vieux pour la populace. Le fait est qu'on aura toujours moins de chances d'avoir un jour le manga d'Es Onerae traduit et édité chez nous si la seule personne qui en parle sur le web est l'une des chaînes les plus vues du pays et qu'en plus il en parle brièvement pour dire que c'est trop chiant et girly, que si votre doux serviteur essaye tant bien que mal de dire que non, vous pouvez vous enjailler votre race dessus et c'est bon de savoir ce que c'est et que ça existe. En soi ce n'est pas la faute à ce que JDG en ait dit du mal, mais plutôt que JDG a été le seul à en parler et qu'il en a dit du mal. Cette vidéo n'a pas pour but d'invalider JDG seulement parce qu'il n'aime pas Es Onerae, mais de faire réaliser qu'il est toujours mieux de s'intéresser soi-même à quelque chose sans prendre en compte ce qu'un influenceur dit ou pense. Curiosité est mère de toutes les vertus. Mais il y a une chose que je ne vais pas enlever à JDG, c'est qu'importe ce qu'on pense d'Es Onerae, il a bien sa place parmi les dessins animés sportifs les plus emblématiques. Merci, monsieur Abitbol. Vous m'avez ouvert les yeux. Top là, l'ami. A plus. The winner takes all. It's the thrill of one more kill, the last one to fall. We'll never sacrifice.